Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire du programme Achat circulaire et solidaire dédié aux prestations intellectuelles. Je m'appelle Stéphanie Morisset de la métropole du Grand Paris. À mes côtés aujourd'hui, comme d'habitude pour ces sessions en jeu, Hugo Konzelman de l'Institut national de l'économie circulaire et Eva Seccarelli de l'Agence des économies solidaires, filiale des Canaux. On est très content de vous parler de prestations intellectuelles aujourd'hui, puisque c'est un sujet que vous nous avez régulièrement demandé. Après, c'est un sujet qui est très vaste et qui couvre beaucoup de réalités différentes. Donc, on va essayer de vous faire un panorama assez large aujourd'hui, avec une première partie de cette séance sur les enjeux et actualités réglementaires, un peu plus courte que d'habitude, compte tenu du fait qu'il y a moins de d'obligations, et rééquilibrer un petit peu cette séquence de ce matin sur une présentation un peu plus large de clauses avec des outils, des guides et des livres de référence, puisque quand ça a été très bien fait, autant mettre en valeur le travail de nos homologues qui travaillent sur ces sujets, et en finissant par une présentation de la grille méthodologique. Je passe la parole à Hugo pour la première partie sur les enjeux. Merci Hugo. Merci Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Donc Hugo Konzelman de l'Institut national de l'économie circulaire. Je suis ravi de vous présenter un petit peu les grands enjeux autour de ces questions circulaires dans les prestations intellectuelles. Sujet en effet extrêmement vaste et qui recoupe et recouvre beaucoup d'enjeux au niveau de la circularité puisque on arrive souvent en amont dans ces questions de prestations intellectuelles, en amont des prestations et donc on arrive, on réussit à inclure beaucoup plus de circularité dès le début du projet grâce aux prestations intellectuelles. Donc c'est quelque chose qui est relativement intéressant à traiter. Bon, alors si on peut déjà essayer de regarder quels sont les grands enjeux circulaires autour de ces prestations-là, on va essayer déjà de définir ce que sont les prestations intellectuelles et ce qu'on va traiter durant cette session-là. Une prestation de service intellectuel, bah, c'est une prestation qui peut s'entendre à partir du moment où la part de réflexion est supérieure à la part de service, hein. Elle est donc immatérielle et fait appel à l'imagination, à la réflexion, à la créativité. Donc le prestataire ne vend pas une marchandise. Il vient mettre à disposition du client un savoir-faire dans un domaine précis avec potentiellement des livrables. Ce qui et représente une part importante des prestations intellectuelles, c'est la prestation numérique. Et donc je vous ai mis également une petite définition dans un contrat de prestation numérique. Donc voilà, on parle du milieu de l'informatique principalement. Quels sont les grands secteurs qui sont concernés par ces prestations intellectuelles que nous allons principalement traiter aujourd'hui? Bah, vous avez bien évidemment l'ingénierie et la maîtrise d'œuvre, énorme sujet pour les questions de bâtiments et de construction. On a déjà évoqué, bien évidemment, ce sujet-là lors d'un précédent webinaire, mais c'est bien de le coupler avec, ce qui vient donc en amont, de ces prestations sur le BTP, les questions d'ingénierie, les questions de maîtrise d'œuvre qui vont avoir un énorme impact, sur la prestation suivante. Vous avez également les questions de communication et les questions, numériques qui viennent un peu, ensemble et les questions également, de design qui sont importantes et puis, de manière un petit peu plus secondaire, mais qui sont quand même, à noter puisqu'elles représentent une part non négligeable des, prestations, intellectuelles. Vous avez, bien évidemment les prestations juridiques et les prestations, culturelles qui impliquent notamment, le spectacle, vivant. Quelques chiffres clés, comme d'habitude sur l'économie, des prestations, intellectuelles. On a un volume d'achat, annuel, moyen, de prestations qui s'élevait, en 2019, donc avant le covid, autour de, 10 000 000 d'euros.
Et donc, cet achat de prestations représente 20 de la masse totale, des achats, qu'ils soient privés, ou publics. Donc une masse, assez considérable, hein, dans vos achats, dans les achats également, des acheteurs privés et donc, une masse à circulariser, en priorité, si j'ose dire. Dans les achats publics, on a trouvé ce chiffre qui est de 4,7 milliards de prestations et de fournitures, générales. Donc, bien évidemment, ces 4,7 milliards n'impliquent pas forcément, que les prestations intellectuelles, mais, ces prestations-là, en représentent quand même une, large, partie. Et puis, on avait un chiffre d'affaires global, alors là, il me semble que ça date également, de 2019, de, 916, millions d'euros pour, les entreprises spécifiquement de, prestations, numériques. Justement, sur cette partie numérique, c'est toujours utile de rappeler, quels sont, les, grands impacts du numérique qui n'apparaissent pas forcément toujours, évidents, pour nous. On a quand même, 4 des émissions, de gaz à effet de serre dans le monde qui sont dues au numérique, 2 en France et bien sûr cette part, ne fait, que croître et elle pourrait atteindre, 7 d'ici, 2040. Le vrai enjeu qui, va aussi vous concerner en tant qu'acheteur, c'est la question des data centers. Souvent, ils sont localisés en Chine et ils nécessitent, une énergie qui est alimentée par du charbon, une énergie extrêmement, carbonée et vous avez, là ce chiffre qui est que, 80 de l'empreinte carbone du numérique des Français, est émise à l'étranger. Ce qui va nous intéresser dans la recherche de clauses, dans la recherche, de bonnes pratiques. Et donc, c'est très intéressant, de le rappeler. Vous voyez, alors vous avez ce petit schéma qui est intéressant, qui vous explique un petit peu comment, un courriel, peut consommer, rapidement beaucoup, d'énergie, notamment parce que, les data centers, voilà, sont localisés, souvent, ailleurs et donc, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes, sur lesquelles, on va pouvoir, agir, heu pour essayer de rendre un peu plus vertueux notre impact, numérique. Heu, Vous avez également une étude, que je vous invite à aller voir, sur, les freins, au numérique, responsable, une étude réalisée pour, l'ADEME par, Deloitte et qui liste, tous les grands freins, à la création, enfin au développement d'un, numérique qui serait plus, responsable. Je vous en ai listé quelques-uns. Il y a des freins réglementaires, hein, qui sont, le manque de réglementation pour, inciter, au développement de solutions, alternatives, notamment des réglementations, fiscales, des réglementations sur l'obsolescence, logicielle ou, sur, l'usage de ces infrastructures, donc de ces, data centers. Vous avez, la complexité de, la mise en œuvre de solutions, alternatives du fait, de la, réglementation, heu et vous avez bien évidemment le manque d'application de la réglementation, existante. Il y a également des freins économiques puisqu'il y a peu de demandes clients, et de compétitivité, du, marché, privé et bien évidemment un manque de ressources allouées pardon, au sujet, du, numérique, responsable. Et donc c'est là qu'on va peut-être aussi essayer, d'agir. Vous avez des freins techniques, qui là sont un peu plus complexes, mais qui méritent tout de même d'être notés avec des méthodologies, d'évaluation qui sont encore, assez embryonnaires et peu compréhensibles sur, les impacts du numérique et vous avez, un manque de méthodologie des de ces, de l'é dans l'évaluation, de ces impacts, environnementaux et puis pareil, un manque aussi, de données, là-dessus. Et une complexité à définir ce qu'est le périmètre, numérique et puis vous avez également des freins qui sont, sociaux et sociétaux avec un manque de connaissances, du sujet, sur le numérique, responsable. Voilà un petit peu pour cet aspect numérique. On l'a mis parce que c'est quand même, une grande partie,
de ce sur quoi on va pouvoir agir, dans la question des prestations intellectuelles, mais pas uniquement, bien évidemment. Sur la partie réglementaire, donc en effet, Stéphanie, l'a précisé, il n'y a pas forcément énormément de choses, énormément de contraintes sur lesquelles, vous, pourrez vous appuyer, circulariser votre marché. Il y a encore une fois, la loi AGEC avec un article, sur, le l'éco-conception des logiciels, l'article, 55, les administrations doivent donc, promouvoir le recours à des logiciels, dont, la conception permettra de, limiter, la, consommation, énergétique associée, à leur, utilisation. Et bien évidemment, si cette, obligation ne concerne pas, directement les prestations, de développement informatique, l'acheteur pourra veiller, à la cohérence des actions, de développement du logiciel avec, les caractéristiques d'éco-conception qu'il promeut, auprès, des éditeurs, et des fournisseurs de logiciels. Donc, la loi AGEC est pas forcément très, prolixe sur, ces enjeux de prestations intellectuelles, et tout l'enjeu, ça va être, pour nous de développer un peu notre propre politique, sur ces, sujets-là. À travers notamment, une norme, ISO qui est, intéressante, que vous connaissez peut-être, déjà, qui est la norme ISO, 14001, qui est donc, je rappelle, une norme, internationale, hein, et elle va, définir, les critères, auxquels doit répondre un système de management, environnemental. Et elle va permettre, à l'acheteur de se guider, et de se repérer, avec un certain nombre, d'exigences, que les entreprises devront respecter, pour améliorer leur performance environnementale, et par exemple en utilisant de manière, rationnelle des ressources, et en ayant une gestion, optimale, des déchets. Donc cette norme ISO, elle va pouvoir vous servir de base de travail, de guide, notamment, sur les questions des prestations, intellectuelles. Et bien évidemment, elle donne lieu à une certification, par, un organisme, agréé. Et puis vous avez également des labels, que je vous en ai mis bien évidemment quelques-uns. Il y en a beaucoup plus que vous pouvez retrouver, sur, internet. Les, labels, certifiants qui vont, être intéressants pour vous, parce que là, encore une fois, vous allez pouvoir vous baser sur ces labels pour, élaborer, vos offres, et construire des marchés plus vertueux. Le premier label que je vous ai mis, toujours sur le numérique, le label, numérique responsable, qui, vise à, améliorer, pardon, qui vise à réduire, l'empreinte, écologique, économique, et sociale des technologies de l'information, et de, la communication que nous utilisons, au quotidien. Donc vous voyez qu'il y a, voilà, un aspect écologique, mais aussi un aspect, économique, et social qui va être, intéressant pour nous. Vous avez le label, B Corp, qui, certifie les entreprises avec, un impact, sociétal et environnemental positif. Donc là encore, un aspect bien évidemment environnemental, mais également, sociétal, qui va nous intéresser. Et enfin 2 labels, qui là, sont un peu spécifiques, mais qui vont nous intéresser dans le cadre, encore une fois, des prestations intellectuelles. Le label, prestataire de services du spectacle, vivant, qui va viser spécifiquement à des activités de soutien au, spectacle, vivant, et donc qui là, est relativement intéressant d'un point de vue, social principalement. Et le label, architecture, contemporaine, remarquable, attribué aux architectures de moins de 100 ans, répondant notamment à des critères d'innovation et d'exemplarité dans la politique publique. Donc, vous voyez que, il y a des labels qui existent, et ces labels, vont vous permettre, encore une fois, de vous repérer dans les différentes, offres que vous allez pouvoir, élaborer, hem
Voilà, quelques clauses donc encore une fois à retrouver sur la clause verte, qui, est un site qui recense, hein, toutes les clauses, que certains acheteurs, publics ont pu, mettre en place, des clauses, vertueuses à la fois d'un point de vue, social et d'un point de vue, environnemental, et circulaire. Et donc, voilà, on a élaboré quelques clauses. On en a aussi, une qui a été déjà, écrite, avant, mais que, je vais vous présenter, également. C'est des exemples de clauses qui n'ont pas vocation, à, heu, à être, tout à fait, complètement, standardisées, hein. Vous pourrez les réécrire et les transformer, à votre guise, mais, elles vous serviront de base de travail et vous permettront de commencer, à travailler sur, un marché, plus circulaire. La première re clause, là encore, elle concerne les services, numériques et elle vise, principalement à ce que, les prestataires prennent en compte, des enjeux de conception responsable de ces services-là, en cherchant, 3 choses principalement. À la fois de réduire la consommation, énergétique, engendrée par la conception et l'utilisation des services numériques, en réduisant, notamment, en particulier la puissance informatique nécessaire, au bon fonctionnement des services. Elle va également, viser à concevoir des services numériques qui vont être plus accessibles, le plus accessible possible, en particulier pour les personnes qui sont porteuses d'un, handicap, notamment, visuel, et auditif. Et bien évidemment, elle visera à garantir le respect de la vie privée des personnes. Donc un triple objectif, qui, en fait, va être poursuivi en élaborant une clause, qui est la clause suivante: le titulaire devra prendre appui sur le référentiel général d'éco-conception des, services numériques et réaliser, l'évaluation du service numérique développé par le NumEcoTiag. Et je vous ai également mis, les sources, puisqu'on se base, sur, des recommandations, de guides, pratiques, qui sont, des recommandations faites sur le site du gouvernement. Et elles vous, permettront ces sources d'aller creuser un petit peu plus, le sujet si jamais, vous avez des interrogations là-dessus. Une clause, accessibilité qui est en lien là avec la précédente clause et qui viendra, orienter, le prestataire numérique vers, 2, référentiels, qui là aussi lui serviront de base, de travail. Le site, là, c'est dans le cadre donc de l'élaboration de services numériques. Le site devra inclure, les, spécifications, suivantes, donc le respect des règles d'accessibilité, donc voir le règlement général d'amélioration de l'accessibilité. Et l'équipe dédiée à la réalisation, des missions devra justifier d'une connaissance dans les domaines suivants, donc la connaissance du, règlement général de la protection des données, le fameux RGPD, et également du règlement général d'amélioration de l'accessibilité. Donc on va se servir là de ces 2 référentiels-là pour orienter le travail, du prestataire. Et donc la source, nous provient d'un marché, du, Grand Paris, circulaire. Si vous avez plus de questions là-dessus, je suppose que les équipes, notamment, Stéphanie, seront, en mesure de vous, répondre là-dessus. Une clause, qui est quand même une clause, relativement intéressante, même si elle est courte, puisque, dans, la mesure où on va chercher, à chasser un peu toutes les externalités négatives, d'un marché de prestations intellectuelles, quelque chose qui serait pas forcément, évident, mais qui va quand même être, intéressant, à creuser dans un marché. On va essayer de demander, aux prestataires de limiter au maximum, l'utilisation de transports carbonés durant la réalisation du marché. Bon, on sait que les déplacements des collaborateurs peuvent, notamment, se faire, par, avion, ce qui peut, voilà, engendrer un coût environnemental qui n'est pas forcément souhaitable et qui est, évitable. Et donc,
ça ne mange pas de pain, si j'ose dire, d'essayer de préciser, dans une clause que, bah, les déplacements professionnels liés, à la réalisation de la présente prestation devront, être, optimisés, et réalisés par des moyens de transport, peu carbonés. Vous avez également, un critère là qu'on a réalisé, qui, est assez peu contraignant, mais qui viendra quand même exiger des prestataires, qu'ils tiennent, compte, de, contraintes environnementales, et sociales dans la réalisation du marché. Donc avec une note, environnementale et sociale de 20 points, sur 100 et un critère qui s'écrit, comme suivant: le candidat devra, dans son mémoire technique, exposer les mesures prises en place dans le cadre de la mission pour améliorer son impact, environnemental, et social. Donc à la fois, là sur les questions, numériques, sur la gestion des data centers et des centres d'hébergement informatique et sur l'optimisation et l'éco-conception web de, l'interface, utilisateur. Excusez-moi. Voilà un petit peu pour ce, critère-là. N'hésitez pas également si vous avez des questions, à poser dans le chat là-dessus. Enfin, une clause qui n'a pas été rédigée par nous, mais qui, a son intérêt puisque, là on parle, de la maîtrise d'œuvre, hein, donc du BTP. Vous avez plusieurs clauses, vous en avez à peu près une dizaine dans la clause verte, qui parlent, du BTP et de la construction. Donc c'est intéressant d'aller y jeter un œil. Je vous en ai mis une à titre, illustratif, sur la compétence en construction, bois du maître d'œuvre. Et donc, cette clause a été réalisée, pardon, par l'association, CD2E, et elle cherche, voilà, à faire le choix du maître d'œuvre, en fonction de ses compétences dans le domaine de la construction, bois pour, la partie, offre, ainsi que, de ses références pour la partie, candidature. Donc l'acheteur, pourra, utiliser, la clause suivante. Bon, je vais peut-être pas vous la lire parce qu'elle est un petit peu plus, longue, mais vous voyez un petit peu l'idée de cette clause qui va nous permettre, d'agir, et de circulariser un marché heu qui sera dans le domaine, du BTP et de, la construction. Quelques conseils pratiques, pour, réaliser, votre marché. Faites appel, n'hésitez pas à faire appel à des coopératives d'activité, et d'emploi dans le cadre de vos marchés, sur, les prestations. Ces coopératives-là, elles proposent un modèle qui est beaucoup plus protecteur, pour, les salariés dans des domaines où, le secteur du enfin dans le des domaines où le freelance est souvent la norme, donc le design, la communication, les prestations web et cetera et ces coopératives-là, elles ont pour avantage, de protéger, ces gens-là, tout en leur permettant d'être, voilà, autonomes et créatifs et donc ces coopératives-là, vous en avez, certaines qui sont, assez connues. Je vous ai mis quand même un lien, hem, je vous ai mis quand même le lien pour, trouver une coopérative d'activité et d'emploi qui, correspondra à votre besoin, votre région éventuellement. Mais vous en avez 2 qui sont, des bons exemples qui s'appellent Clara, et Omnicité et n'hésitez pas donc à aller un peu fouiller, sur leur site, pour trouver le prestataire qui vous conviendra le mieux. Et puis, mais ça sans doute, que Eva, en parlera donc, je vais, passer rapidement dessus, mais, n'hésitez pas aussi à faire appel, au secteur, du travail protégé, et adapté qui compte près de 2 000, structures en France. Voilà, c'est 2 choses, qu'il faut avoir en tête quand on va élaborer, son marché. Quelques ressources avant de passer, à la grille, méthodologique. Quelques ressources qui vont vous permettre, là encore, d'approfondir un petit peu le travail, autour, de ces prestations, intellectuelles. Vous avez des guides qui sont, bien faits sur la partie numérique, qui sont assez récents,
qui sont des guides du gouvernement. Donc le premier, c'est le guide pratique pour des achats numériques responsables qui traite en partie des prestations intellectuelles, et le guide des bonnes pratiques du numérique responsable pour les organisations, qui est un petit peu différent, mais qui là aussi également traite des prestations intellectuelles. Vous avez également l'ADEME qui a mis en place un guide sur le numérique responsable, et qui traite également en partie, là encore, des prestations intellectuelles. Et le guide, alors là c'est un peu, c'est un guide un peu moins officiel, mais qu'on a trouvé très intéressant, sur encore une fois, les prestations intellectuelles, qui est du master droit IMO de l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Bon voilà, ne prenez pas ce qu'ils disent forcément pour parole d'évangile, mais ils donnent pas mal de bonnes indications quand même, donc on a voulu vous le mettre quand même. Et puis sur les parties prestations intellectuelles, hem dans le BTP à la construction, vous avez Interreg et Bellastock, qui est donc un cabinet d'architecture, qui a mis en place un guide de stratégie de prescription pour les prestations intellectuelles dans le secteur du BTP de la construction. Et vous avez également des fiches sur les différentes configurations de montage de marché du programme Life Ways to Build, que vous devez peut-être connaître. Et là encore, je vous ai mis le lien. Alors je modifierai parce qu'il me semble que le lien n'est pas le bon. Je le vois maintenant. Mais je vous ai mis également le lien vers ces fiches. Je vous le mettrai en tout cas très rapidement. Et vous pourrez aller les consulter. Passons immédiatement et très rapidement donc à notre grille méthodologique, que vous connaissez sans doute, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit en fait d'une grille qui est basée sur les 4 grands domaines sur lesquels agissent à la fois l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Et pour chaque segment de ces grands piliers-là, on va essayer d'identifier ce sur quoi on va pouvoir agir pour circulariser au maximum chaque aspect de ces domaines-là, chaque aspect en fait de notre marché. Et bah, l'objectif, hein, c'est d'agir sur tout le spectre du marché, et de faire bah, de la commande publique un levier circulaire. Alors, je me permets de faire une petite opération technique pour vous montrer cette grille qui se situe ici. J'espère que tout le monde la voit bien. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais on ne la voit pas suffisamment, s'il faut zoomer, etc. C'est tout Hem, bon, Hugo. c'est tout bon? Parfait. Donc vous voyez que cette grille-là, bon, elle est un peu abrupte et elle fait peut-être un petit peu peur au début, mais vous allez comprendre rapidement son intérêt. Vous voyez, sur la partie gauche, on a donc les grands domaines de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire, avec l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs, la gestion des déchets, et enfin la partie achat solidaire. Ces grands domaines-là, ils sont divisés en grands piliers, et ces grands piliers-là sont divisés en sous-thématiques associées, et c'est dans ces sous-thématiques-là qu'on va essayer à chaque fois de trouver comment on va pouvoir circulariser son marché. Alors bien évidemment, elles ne seront pas forcément utiles, ces sous-thématiques-là, pour tous les marchés, pour toutes les catégories et toutes les familles d'achat. Mais l'exercice, c'est de toute façon est intellectuellement intéressant, parce que ben, ça va nous permettre de trouver sur quels endroits appuyer notre marché, sur quelles sous-thématiques appuyer nos exigences, pour faire de ce marché, en l'occurrence le marché de prestations intellectuelles, un marché efficacement circulaire et solidaire.
Donc, vous voyez, sur la première sous-thématique, on va tous, les, faire, ensemble. La première sous-thématique qui est celle de donc l'extraction des matières premières et ben, bien évidemment, je le mets, à chaque fois, donc, vous devez, commencer à avoir l'habitude, mais le premier er des rappels, c'est on va se demander si, l'équipement ou la prestation, en l'occurrence, est, nécessaire et s'il n'existe pas une alternative qui va être, plus, vertueuse. Bon voilà, c'est un peu le réflexe de base, qu'on va essayer, d'avoir. Et puis, dans le cadre, d'un marché de prestations, intellectuelles, on va, pourquoi pas, demander aux prestataires de réaliser, le marché avec des outils, qui sont, conçus avec les externalités, les moins négatives pour l'environnement. Voilà, un rappel un peu standard, mais qui, a le mérite, d'être, clair. Sur la sous-thématique, associée aux fournitures qui vont être recyclables et aux matières recyclées. Dans un marché de maîtrise d'œuvre, on va demander aux prestataires, de tenir compte, des matériaux recyclés et recyclables dans la réalisation, des chantiers et des travaux, pardon, en cours. Pour les autres prestations, pardon, on pourra également préciser, pour réduire l'impact environnemental de ces prestations-là, qu'il est préférable de privilégier des outils, et des produits qui seront, recyclables et recyclés. Sur la partie, réemploi et réutilisation, on va, se tourner le plus possible vers des prestataires qui réalisent des services avec des matériaux et des composants issus du réemploi. Ça va être intéressant principalement dans la partie, numérique et du, spectacle vivant et pour les marchés, de, maîtrise, d'œuvre, on demandera que les travaux soient réalisés, en tenant compte de ces possibilités d'utiliser, des matériaux issus, du réemploi. Sur la partie matériaux biosourcés, encore une fois, on va essayer d'inclure des clauses qui privilégient l'utilisation de matériaux biosourcés avec, par exemple, voilà, des encres, végétales, du bois, du papier, du carton et cetera, issus de forêts gérées durablement. Enfin, on va regarder toutes les ressources qui vont être utilisées, on va voir à quel point elles vont être, biosourcées. Et ça, c'est notamment utile dans les prestations, de maîtrise d'œuvre et de les prestations culturelles, donc de spectacles vivants souvent à travers, notamment, les, décors. Bien évidemment, à chaque fois, je le dis, il va falloir avoir une réflexion sur la deuxième vie, des équipements et des matériaux dès la passation, du, marché. Donc voilà, à quoi pourront-ils servir en fin de vie? Là, la prestation intellectuelle, est assez propice à demander un accompagnement, aux prestataires sur la fin de vie des équipements et des matériaux, utilisés, ou réalisés dans le cadre, du marché. Donc on pourra essayer d'inclure, une clause qui tient compte d'un accompagnement spécifique sur la, seconde vie, ou la fin de vie, d'un équipement et d'un, matériel. Sur la partie, potentielle de réparabilité, dans notre marché de prestations intellectuelles, beh, voilà, comme les autres, clauses, précédemment citées, on va peut-être essayer d'exiger que la prestation, prévoit ou utilise des produits qui seront, réparables. Pour les prestations numériques, on travaillera sur, la durée de vie du produit, à la fois le logiciel, le site et cetera et sa facilité d'usage et donc une certaine forme de réparabilité, numérique, si j'ose dire. Hem Pour, le processus de production, là, on est sur quelque chose qui est pas forcément évident à identifier, dans le cadre d'un marché de prestations, intellectuelles, mais à y regarder de plus près et vous l'avez déjà vu avec la clause, déplacement, on va en fait demander que durant la réalisation du service, ce service-là, se produise le moins d'externalités environnementales, négatives. Bien évidemment, ce terme-là est un peu général et donc on pourra, inclure des clauses plus précises et comme vous avez pu le voir, la clause sur le déplacement, peut être intéressante, parce qu'elle permet de mieux contrôler, concrètement, la réalisation de ce marché. Sur les questions de livraison, je passe rapidement puisque là, il s'agit, de prestations, intellectuelles, donc il y a assez peu d'enjeux sur les questions
de livraison. Par contre, un petit enjeu sur l'économie de la fonctionnalité, puisque, on va, essayer, de faire en sorte que certaines tâches, si, c'est possible, et c'est à voir avec le prestataire, puissent être réalisées avec des produits qui sont, loués, et donc qui auront un moindre impact, sur, l'environnement, notamment, si, elles servent, s'ils ne servent, pardon, que pour la réalisation, du marché. Donc c'est quelque chose qui peut être relativement, intéressant et qui, pourquoi pas, peut être précisé dans notre marché. Et sur, ce qu'on appelle l'écologie, industrielle, et territoriale, c'est-à-dire la possibilité pour des acteurs sur un territoire donné de mutualiser, de mettre en synergie, tout un tas de matières, d'énergie, d'infrastructures et cetera. Eh bien, on va peut-être essayer d'être attentif, à ce que chez les prestataires, on va être, pardon, attentif aux démarches chez les prestataires qui, mutualisent, les services et les, usages. Sur la demande et le comportement, des consommateurs, donc sur l'usage, concret, du, produit. Dans le cadre des prestations, numériques, qui est quand même un gros morceau, on demandera, pardon, à ce que le rendu, soit le plus éco-conçu, possible, hein, en lien avec ce que je vous ai dit, précédemment, et à ce que la consommation énergétique soit la plus faible possible. Pour répondre également à l'enjeu des data centers, évoqués, précédemment, on va également pouvoir demander, à ce que les données et le produit, final, soient hébergés dans des serveurs, français ou, à immédiate proximité de la France pour, réduire tout simplement leur impact, sur, l'environnement. Et toujours dans le cadre là des prestations, numériques, on travaillera, comme je vous l'ai dit, sur la durée de vie, du produit, et sa facilité d'usage et de dépannage. Hem, sur la partie réemploi, heu on va essayer, travailler, pardon, sur les équipements, pour ce qu'ils soient le plus réemployables, possible. Et enfin sur la, partie gestion des déchets, là, c'est un peu moins pertinent parce que, forcément, on va moins produire, de déchets, dans le cadre d'une prestation, de services, intellectuels. Mais, on va, demander, quand même aux prestataires de éventuellement prévoir, des solutions de réutilisation et des réemplois pour les produits, utilisés, notamment dans le cadre là du BTP et de la construction. Et sur, certains autres, produits spécifiques, on va essayer de voir si en interne, on ne peut pas, réutiliser, que ce soit, des logiciels ou, des sites à d'autres, fins, et également des éléments de, décoration. Et enfin sur la partie, recyclage, valorisation énergétique et possibilité de don, là, c'est assez peu pertinent puisqu'on est sur, des, marchés, de prestations intellectuelles. Voilà un petit peu pour la partie circulaire. Je laisse la main maintenant à Eva pour la partie solidaire. Merci Hugo. Alors sur cette partie de la grille, la question qu'on va se poser, c'est, quel potentiel, de recours à des structures de l'économie sociale et solidaire? Et de manière très, générique, il y a 2 questionnements qu'on peut avoir, ça va être l'intensité de la main-d'œuvre et le niveau de qualification demandé. Avec une logique qui est plutôt de dire que, quand on a une intensité de la main-d'œuvre qui est forte et un niveau de qualification demandé plutôt faible, c'est là où on retrouve le plus, de structures de l'ESS, mais pas que, et je trouve que ce sujet des prestations intellectuelles est assez, parlant par rapport à ça, puisqu'on a, bon, je dirais une intensité de la main-d'œuvre qui est, relativement faible par rapport à d'autres types de prestations de services, hem et un niveau de qualification qui peut être moyen à fort selon le type d'activité. Vous l'aurez compris, les prestations intellectuelles étant, très vastes et pouvant recouvrir, tout un tas de sujets, différents. Très spécifiquement, alors sur ces sujets de prestations intellectuelles, on va retrouver,
majoritairement des structures du secteur du handicap, notamment sur ces sujets d'activité liés aux services numériques, avec beaucoup d'entreprises adaptées et aussi quelques ESAT, notamment donc sur les activités de création, de développement et de maintenance de sites internet, de logiciels ou d'applications. Et de manière connexe, donc on sort un peu du sujet des prestats intellectuels, mais aussi tout ce qui va toucher à l'installation et à la maintenance de matériel informatique ou de support technique. Voilà, de manière générale, ces services informatiques et numériques sont assez bien couverts par le secteur du handicap. On retrouve aussi des prestations de tout ce qui va être formation et conseil, parfois sur des sujets plus spécifiques. Évidemment, des structures du handicap vont être plus présentes sur les sujets d'inclusivité, d'accessibilité aussi sur des sujets de formation. Et on retrouve aussi parfois un petit peu de conseils sur tout ce qui va être événementiel responsable, qui intègre aussi tous ces sujets évidemment d'accessibilité au sens physique du terme. Le secteur de l'insertion par l'activité économique, donc toutes ces SIAE sont assez peu représentées sur ces sujets de prestations intellectuelles, mais on va quand même retrouver quelques entreprises d'insertion et quelques ACI également sur les services numériques, donc plutôt sur tout ce qui est graphisme, développement web, audiovisuel, ce genre de choses. Et également des entreprises d'insertion, parfois sur des sujets de conseil et d'ingénierie, avec notamment des bureaux d'études. Enfin, quand on parle de structure de l'ESS, il n'y a pas que les sujets d'insertion de handicap, et les coopératives sur des sujets de conseil, de formation. Eva, Oui. on t'entend pas super bien. Je sais pas si tu peux peut-être enlever ton casque ou... Enfin, je sais pas, mais on n'entend pas très très bien. On a un petit problème de réseau. Enfin, je sais pas si c'est que moi, Vous mais... m'entendez là? Alors, il faut me dire dans le chat, puisqu'il n'y a que Hugo qui peut s'exprimer, mais si vous ne m'entendez pas suffisamment bien, n'hésitez pas à me le dire. Et si tu peux couper Non. ta caméra pour libérer un peu de bande passante, c'est peut-être pas mal. Oui, je vais faire ça Merci. comme ça. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Ok. Oui, c'est mieux. Super, parfait. Bon, je reprends très rapidement. J'espère que vous avez quand même pu entendre le début de ce que je racontais. Donc, j'en étais aux structures de l'ESS au sens large. On va effectivement retrouver notamment les coopératives sur les sujets de conseil, de formation et de communication, mais aussi sur des sujets plus spécifiques d'ingénierie. Après, c'est pas le cœur de ce qu'on va retrouver pour les coopératives. Et puis, on va aussi retrouver pas mal d'associations, mais voilà, là, c'est une approche qui est vraiment purement statutaire de l'ESS, avec tout ce qui est association de notaires, association d'avocats, association d'architectes. Donc là, je le précise quand même, c'est de l'ESS, parce que statutairement, ça en fait partie. Pour autant, ça présume en aucun cas en fait, d'un impact social. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, évidemment. Et puis sur les sujets de conseil, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions également sur ces sujets-là, on va retrouver aussi tout ce qui est entreprise commerciale de l'ESS qui ont l'agrément ESUS ou non. Et voilà, je précise le sujet, puisque nous-mêmes, sans vouloir faire d'autres promos, l'Agence des économies solidaires, on appartient à cette catégorie-là en étant filiale de l'association Les Canaux, on appartient au champ de l'ESS. Et c'est tout à fait notre activité principale, tout ce qui est conseil en achat responsable. En matière d'acteurs mobilisables connus, on va avoir Appside, ou Upside, est-ce qu'on dit Upside? Je ne sais pas, qui est une entreprise de services numériques et qui est surtout une entreprise adaptée, voilà, qui propose des prestations, notamment sur de la formation en stratégie digitale, cybersécurité, ce genre de choses.
On aura l'occasion, je pense, de détailler un peu plus en détail leur activité, leur valeur ajoutée réellement sur ces sujets de prestations intellectuelles lors du prochain webinaire qui aura lieu dans 3 semaines avec des retours d'expérience et des présentations de portraits d'acteurs. En matière de coopérative, on a Scope & Co, qui est une coopérative qui fournit des conseils en ingénierie et qui va intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur des industriels, entreprises tertiaires et également organismes publics sur tout secteur d'activité. Voilà, vous aurez encore un peu plus de précision ce jour-là. Voilà en ce qui concerne la grille et le potentiel de recours à l'ESS. Alors, comment ça peut se traduire en matière de techniques d'achat solidaire? J'ai mis l'accent effectivement sur la clause sociale, puisque voilà, sur des prestations numériques, ça peut être très intéressant, même plutôt fortement recommandé, puisqu'on a quand même un certain nombre de structures du secteur du handicap qui vont pouvoir y répondre. Évidemment, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ce sujet des prestations intellectuelles couvre différents domaines, différents secteurs, donc c'est à déterminer au cas par cas selon le type de prestation. Et comme j'ai l'habitude de le dire à chaque webinaire, le sourcing est la clé. On ne va pas s'amuser à mettre une clause sociale avec un volume d'heures démesuré si on n'a pas des fournisseurs en capacité de le faire. Mais en première approche, en tout cas, sur ces sujets de prestations numériques, c'est plutôt favorable à ce que des structures du handicap puissent y répondre. Et plus une clause sociale sera importante, plus c'est un levier aussi pour que les structures de l'ESS soit puissent répondre directement au marché, soit se grouper avec une structure de l'économie conventionnelle pour réaliser cette partie de clause sociale qui doit être bien évidemment le mieux dimensionné possible. Si votre sourcing est très fructueux et très positif sur ce sujet de l'achat solidaire, un marché réservé est tout à fait envisageable selon le type de prestation. Encore une fois, on aura la possibilité de réserver uniquement aux entreprises adaptées, aux ESAT, l'accès à ce marché, puisque vous devez savoir, notamment pour vous les acheteurs publics, que la réservation peut se faire à la fois au SIAE et au STPA. Mais là, en l'occurrence, sur ces sujets, j'aurais plutôt tendance à conseiller une réservation de marché sur le seul secteur du handicap, à la fois pour ne pas les mettre en concurrence, les SIAE et les entreprises du STPA, mais aussi puisque c'est ces structures-là qui couvrent le mieux ce type de prestations. Comme toujours, quand on insiste sur l'aspect social, c'est toujours possible de demander à nos candidats de répondre avec un cadre de mémoire sociale qui peut être fourni dans les documents de consultation. Et ça aura l'avantage de guider en fait nos candidats et le futur prestataire pour vraiment détailler la démarche d'insertion et d'y associer en fait un critère de sélection des offres qui se basera en fait sur cette lecture-là du cadre de mémoire sociale. Voilà sur la partie achat solidaire. Merci Eva. Je reprends rapidement la main pour vous faire donc un résumé de ce qui vient d'être dit sur la grille méthode. Comme ça, voilà, vous aurez un rapide accès aux grands axes sur lesquels travailler. Donc sur la partie offre des acteurs économiques, on va essayer d'axer ces exigences sur voilà, des outils qui sont des outils de conception qui seront issus du réemploi, du recyclage et de la réutilisation. On va bien évidemment être attentif au déplacement et donc demander aux prestataires d'utiliser des moyens de transport décarbonés notamment. Et un axe quand même qui va être, je trouve intéressant, c'est d'étudier les démarches qui mutualisent les usages et les outils. Sur la demande et le comportement des consommateurs, essayer d'être attentif à l'éco-conception avec des logiciels et des outils qui consommeront peu d'énergie, qui seront réparables et dont l'utilisation adéquate pourra rallonger leur durée de vie. Et sur la gestion des déchets, on est sur quelque chose d'un petit peu moins important, mais qui est quand même à noter. On va essayer de prévoir des solutions de réemploi pour éviter au maximum
d'avoir des déchets à gérer. Et sur la partie achat solidaire, le STPA est particulièrement compétent, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et les clauses sociables sont également possibles sur les prestations numériques. C'est vrai que ça n'apparaît pas forcément comme une évidence. Eva, je te laisse la main sur la suite. Oui, très bien. Alors, sur les différents modules que propose le programme achat, il existe toujours les conseils minutes, c'est toujours accessible. Il s'agit en fait d'une permanence pour répondre à des problématiques un petit peu spécifiques et très ciblées dans l'objectif de mûrir éventuellement un projet d'achat circulaire et solidaire. Donc, on pourra adresser ensemble sur un créneau de 30 minutes votre problématique afin d'intégrer ces sujets d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire dans votre projet d'achat. Je précise qu'en une demi-heure, on n'a évidemment pas le temps de pouvoir balayer l'ensemble des thématiques liées à un projet d'achat. Donc, n'hésitez pas à être voilà, le plus clair possible déjà dans la demande lorsque vous vous inscrivez et à cibler vraiment un point spécifique. Vous pouvez vous y inscrire avec le lien Calendly qui peut vous être envoyé, j'imagine, par Stéphanie. Je précise aussi que ce module est réservé aux adhérents de l'INEC, de l'OPSAR et des canaux, et également aux communes et territoires de la métropole du Grand Paris. Un autre module que l'on propose avec le programme achat, ça va être les groupes de travail. Et alors, les prochaines sessions du groupe de travail auront lieu le 10 octobre et le 21 novembre. C'est un pack, j'ai envie de dire, avec 2 sessions. Donc, une session le 10 octobre et une session le 21 novembre. On lancera les inscriptions en septembre, je pense à la rentrée, avec, comme on l'avait fait précédemment en début d'année, un questionnaire qui vous permet en fait de présenter votre projet d'achat sur lequel vous souhaitez travailler dans ces 2 sessions. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner de manière opérationnelle en décortiquant chaque étape d'un marché, donc de réfléchir à la redéfinition du besoin avec un prisme circulaire, de passer par le sourcing aussi en vous proposant différentes bases de données qui pourront vous permettre de cibler vos prestataires. Et puis, dans un second temps, donc sur le deuxième atelier, de pré-rédiger en fait vos documents de marché en vous proposant des clauses et en vous appuyant sur les différents sujets. Je précise que les groupes de travail se font en distanciel, donc c'est voilà, si vous êtes adhérent INEC OPSAR qui ne sont pas franciliens, vous pouvez y participer. L'essentiel étant d'être disponible vraiment aux deux sessions, dans l'idéal en tout cas, et voilà, de bien s'inscrire lorsque on aura lancé le questionnaire d'inscription. Et on termine sur donc, nos prochaines étapes. On aura donc le deuxième groupe de travail le 23 mai, donc qui est la deuxième session sur ce premier semestre. Je précise qu'on ne peut pas venir en cours de route à ces groupes de travail puisque c'est dédié déjà à une petite promotion qui a été sélectionnée sur le premier semestre. Mais on se retrouvera en tout cas avec tout le monde, à toutes les personnes qui y sont intéressées le 30 mai pour notre prochain webinaire sur les prestations intellectuelles avec des retours d'expérience et des présentations de portraits d'acteurs, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et vous pouvez vous y inscrire à nouveau via le lien projeté ou directement sur la plateforme rapide. Tous les événements y sont référencés. Merci, Eva. Merci à toutes et à tous. Il nous reste 5 petites minutes pour éventuellement des questions. Donc, je vais essayer d'accéder au chat et d'arrêter le partage de mon écran. Hop. Très bien, j'arrête l'enregistrement. Non, pardon. Si on n'ouvre pas les micros, il n'y a pas besoin d'arrêter l'enregistrement. Très bien, pardon, j'ai rien dit. Il y avait une question pour toi, Hugo, sur une première, sur tes slides du début, sur le chiffre des 10 milliards que tu as mentionné. 10 millions d'euros. 10 Oui. milliards. Question de madame Guyot. Alors, quelle est la question? D'où vient le chiffre?
Le chiffre vient, de, la, Fédération des prestations intellectuelles, qui, donc, est une association d'acteurs, qui a fait, une étude sur, le sujet, après le covid, et qui se base donc sur des chiffres de 2019, mais qui sont en fait les plus récents sur les enjeux, sur les questions de prestations intellectuelles, de manière générale. Donc les prestations intellectuelles de manière générale, englobée. Et ça comprend toutes les entreprises privées? Tout à Le fait. chiffre? Il me semble que oui. Je pourrais pas Tu vérifieras et tu pourras le y préciser dans répondre le de manière complètement, certaine, mais il me semble que oui, on le précisera dans bien évidemment. on le précisera dans C'est le une moyenne, annuelle, bien évidemment, donc c'est normal que le chiffre soit un peu impressionnant, hein. mmh, tu le préciseras dans le support PowerPoint peut-être? Oui, tout à fait. S'il y a des expliciter un petit peu les stratégies. Oui, la présentation va être partagée, je vous invite à regarder les messages dans le chat pour avoir le lien puisqu'on l'a déjà posté plusieurs fois. Et je pense que je ne vois Il plus d'autres questions. il me semble que j'avais vu passer une question, sur, les TIH, Ah oui, sur le recours aux TI. Je l'ai pas précisé effectivement parce que quand on parle d'achat, auprès du secteur, auprès de l'économie sociale et solidaire, les TI en tant que tels n'entre pas dans ce champ. Pour autant, évidemment que c'est, extrêmement pertinent de se tourner vers les TI. Je vous invite à regarder à la fois sur, la plateforme Le Marché de l'inclusion, mais spécifiquement pour les TI, il y a la plateforme qui s'appelle L'Inclusion, qui est une plateforme qui référence, un grand nombre de TI, hem et qui, peuvent tout à fait être, compétents évidemment sur ces sujets de prestations intellectuelles, aussi, divers, soient-ils. très bien, je regarde s'il y a une dernière question. Si quelqu'un a une dernière question, elle peut la personne peut la poser dans le chat. On vous donne quelques instants. Alors comment contrôler le déplacement de nos prestataires et la non-application et les pénalités? J'avoue que je vous laisse un peu libre, de la manière, de faire et de procéder. L'idée étant de préciser l'objectif, qu'on souhaite, atteindre, et ça peut en effet faire l'objet, d'éventuelles pénalités, mais là encore, c'est un peu à votre appréciation, à vous, hein. Et sur le nous ce qu'on fait, c'est qu'on rembourse pas. Simplement, on dit: «On rembourse pas, quand le site est accessible en transport en commun, on rembourse pas les taxis et quand le site est accessible, en train, on ne rembourse pas l'avion». Comme on est sur la région Île-de-France, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, tout est accessible en transport en commun. Heu, on ne rembourse pas simplement l'avion. Et question de madame Guyot sur les règles d'éco conception, vous pouvez le mettre évidemment en clause, et en critères à évaluer. Voilà. Donc voir à quel point dans le mémoire technique, le candidat prévoit l'application de règles d'éco-conception et comment il propose de le faire, pour quel type, d'usage, sur quel type de matériel et cetera. Oui, alors, réponse à inviter, quid des déplacements en région? Eh bien, si on a, un prestataire du sud de la France qui veut venir réaliser, dans notre cas, une prestation sur le territoire de la métropole du Grand Paris, on dit oui, qui sont bien évidemment tout à fait amenés à répondre, mais que nous ne prendrons pas en charge le remboursement des déplacements en avion. Voilà. On vous mettra également sur le site du Rapide, des exemples de CCTP qui ont été mentionnés dans le PowerPoint. Je pense, qu'on a fait un petit peu le tour des questions, donc je vous remercie. Un grand merci à Hugo et à Eva et nous on vous dit à dans 3 semaines pour
pour le prochain webinaire prestations intellectuelles, retour d'expérience. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci journée. beaucoup. Bonne journée, au revoir.